Bonjour à tous. Donc, l'équipe Blois-Sologne est contente de vous accueillir ce matin aux Assises régionales. Voilà. Sous ce beau soleil, c'était pas ce qui était prévu, donc merci Saint-Joseph qui est là parmi nous. Je tiens à remercier beaucoup, chaleureusement, Nathalie et Guy du Pavillon. Il y a Nathalie qui est là-bas derrière, voilà, qui nous ont ouvert spécialement les portes, alors qu'ils ne sont pas du tout ouverts. Donc voilà, ça leur a demandé aussi pas mal de travail pour nous accueillir. Merci beaucoup. Et puis tout à l'heure, ils pourront nous faire profiter du beau château et visiter l'intérieur, la galerie des portraits. Également, je tiens vraiment à remercier chaleureusement Pierre, qui est notre président national ici présent. Merci beaucoup. Ainsi que le père Sébastien Chaussat, le conseiller national spirituel de notre beau mouvement. Nous avons Claire Defranlieu, qui est parmi nous ici, qui s'occupe de Agir en EDC, et Odile, voilà, qui s'occupe de la fondation des EDC, et bien évidemment notre présidente régionale, Hélène Paradis. Cela fait déjà 6 ans qu'avec Serge, Vincent, nos deux Vincent, Manu, Nicolas, Louis et moi-même, que nous partageons le même désir. Entreprendre, bien sûr, mais toujours en essayant de rencontrer le Christ et de vivre la fraternité. Pas toujours facile. C'est pourquoi nos réunions quotidiennes en équipe nous permettent de partager en vérité nos joies et nos difficultés et de nous sentir moins seuls. Pour ma part, cette équipe est un équilibre et un ressourcement très important. Même pas 2 mois après avoir commencé à créer cette petite équipe, nous sommes partis aux Assises nationales à Strasbourg en 2018 et nous en sommes revenus complètement transformés. À ce retour, nous étions convaincus qu'il fallait vraiment partager et faire connaître ce beau mouvement et engager ses talents au service des autres. C'est pourquoi nous allons essayer de vous faire goûter et de ressentir cette belle journée fraternelle à Beauregard, la joie et le bienfait des EDC sous le regard bienveillant de Saint-Joseph que nous fêterons demain. Je vous souhaite au nom de l'équipe Blois-Sologne une belle journée. Nous allons commencer à prier pour commencer cette journée. On a très simplement ce matin commencé par cela, confier finalement notre vie, confier vos entreprises, vos initiatives, vos projets, vos familles, finalement ce que vous portez, ce que nous portons les uns les autres, au pied de la croix, mais d'une croix de celui qui est ressuscité, qui vient au cœur de nos fragilités. Nous allons prendre le cantique de la sagesse, puis un passage de la parole de Dieu, et qui sera suivi par le cantique le Benedictus, le cantique de Zacharie, avec quelques intentions de prière. Prendrons à la fin de ces intentions un temps de silence pour déposer profondément tout cela au Seigneur, qui vienne le renouveler, qui vienne au cours de cette journée transformer, puissions vivre ainsi une expérience profonde du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que je vous propose, c'est que je vais lire en blanc, et tous ceux qui sont de mon côté vont lire avec moi, et puis de ceux qui sont du côté de Serge, du coup, tout ce qui est écrit en noir. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il dominât sur tes créatures.
qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse. Assise près de toi, ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes des vivants. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. De l'évangile de cette journée, on a extrait ce verset. Le publicain se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Par ta grâce seule, nous sommes sauvés et nous pouvons chanter le Benedictus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par toi, Jésus Sauveur, l'aveugle a vu la lumière, dévoile à nos yeux ta présence. Toi, notre ami, exauce-nous. Tu as délié la langue du muet. Apprends-nous à célébrer ta louange. Notre ami, exauce-nous. Tu as ouvert les oreilles du sourd. Garde-nous attentifs à ta parole.
Tu as guéri le paralytique. Donne-nous de courir dans la voie de ton amour. Toi, notre ami, exauce-nous. Tu as fait sortir Lazare de son tombeau. Ramène à la vie ceux que le péché retient dans la mort. Toi, notre ami, Exauce-nous. Prenons le temps, voilà, en quelques instants de silence pour déposer devant le Seigneur, devant Joseph, qui nous le célébrerons demain là, pour les catholiques. Voilà, toutes nos intentions de prière. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, au nom de la région Centre-Val de Loire, des EDC, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir tous ici aujourd'hui dans un cadre absolument magnifique. D'avoir notre président national, c'est vraiment une grande joie. D'avoir Sébastien, conseiller spirituel national, c'est également une grande joie. Alors moi, je voudrais remercier donc les membres au niveau de la région, en particulier Patrice, notre conseiller spirituel régional, qui m'accompagne avec beaucoup de prévenance et beaucoup de conseils judicieux pour mener à bien les projets de la région. Et puis toute l'équipe, je pense à Didier, Grégoire, Jérôme, j'en oublie certainement. Mais en tout cas, si vous appréciez ces assises, hein, c'est le fruit d'une équipe. Bien sûr, Luc, qui va être notre monsieur loyal de la journée. Et donc, c'est vraiment le fruit d'une co-construction. C'est ce que j'aime beaucoup au niveau des EDC. C'est le fruit du travail de toute une équipe. Et je pense qu'on va pouvoir ouvrir officiellement ces assises et donner la parole à notre président national. Luc reprendra derrière pour organiser toutes les prises de parole et accueillir notre grand témoin. À toi, Pierre. Un grand merci pour votre accueil chaleureux et le bois dans la cheminée, je trouve ça super. Ça donne vraiment un petit côté, on se sent à la maison, on se sent chez nous, donc c'est agréable. Je voulais revenir sur... je fête mes 1 an aujourd'hui. J'ai été appelé il y a 1 an. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses depuis 1 an. Pour ceux qui n'étaient pas au Havre, en fait, on devient président national des EDC en étant appelé. Donc, on n'est pas du tout candidat. On n'a pas imaginé une seconde que ça pourrait arriver. Surtout pas quand on est rentré aux EDC comme membre, comme beaucoup. Et puis un jour, voilà, ça arrive. Et là, il faut discerner, il faut se poser. Et je dirais que le discernement permet de valider qu'on sera soutenu, notamment par son binôme, son conseiller spirituel, mais aussi, c'est important, par sa famille. Et j'avais pris le soin d'interroger chacun des membres de ma famille. Et Sébastien, qui a plus d'un tour dans son sac, avait interroger une 2e fois les membres de ma famille devant moi en leur demandant « Et t'es bien sûr que tu vas le soutenir pendant tout son mandat ?» Et donc devant lui et moi, mes enfants, ma femme, on dit « Oui, on va le soutenir ». Et c'est important. Et j'avais aussi pris un petit peu de temps pour demander à mes collaborateurs, pas tous, mais certains de mes collaborateurs, s'ils me soutiendraient pendant cet engagement, parce que pour moi, évidemment, je suis comme beaucoup d'entre vous entrepreneur, et forcément, j'imaginais que je donnerais du temps aux EDC. Je ne savais pas dans quelle proportion, mais du temps. Et donc, je me devais de leur demander leur soutien.
Et donc ils m'ont tous soutenu sans réserve, même s'ils ne sont pas chrétiens. Et j'ai même une collaboratrice qui m'a dit discrètement, à la fin de cette petite discussion, vous savez Pierre, je suis fier de vous. Alors ça, c'était le petit cadeau. Et donc voilà, donc ça c'était le point de départ. Alors aujourd'hui et rétrospectivement, que dire de ces 1 an vécus? C'est d'abord que c'est passé à toute vitesse, que je rencontre régulièrement des personnes qui me disent mais Pierre, comment tu fais, comment tu arrives Et en fait ma réponse elle est quasiment tout le temps la même. En fait, si il y a eu un appel et un discernement, après c'est vraiment le début d'un parcours de conversion où je me suis senti appelé certainement aussi par l'Esprit Saint et pas que par Philippe Royer. Et le temps que je donne aux EDC, qui est certain, c'est plusieurs jours par semaine, c'est en fait une façon pour moi de me mettre dans les pas du Christ, de suivre le Christ. Je sais, j'ai pas une vocation religieuse, mais comment, moi, chrétien, je peux m'engager un peu plus au service du Christ? Eh bien, c'est simplement en lui donnant de mon temps, en essayant de lui accorder un peu plus de temps. Et vous connaissez tous cette phrase de Mère Teresa qui disait à ses sœurs qui venaient la voir en lui disant ma mère, on n'y arrive plus, on a trop de malades, il faut faire quelque chose, faut peut-être qu'on arrête de prier autant, on peut peut-être diminuer un tout petit peu nos temps de prière. Et Mère Teresa leur répondant, vous allez non seulement pas arrêter de prier, mais vous allez prier 2 fois plus, et vous verrez que le Seigneur vous apportera des ressources pour pouvoir soigner 2 fois plus de malades. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que, en fait, depuis que j'ai pris ce mandat, j'ai évidemment beaucoup plus de choses à faire, mais j'ai aussi multiplié, alors je ne sais pas par combien, mais ça c'est certain, multiplier mon temps de prière. Donc, je dirais que c'est bizarre parce que on a beaucoup plus de choses à faire, on a beaucoup plus on a beaucoup moins de temps a priori, mais en fait non. En fait, dans cet environnement qui paraît contraint, eh bien, moi j'ai donné plus de place au Christ. Et c'est ça le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, et ça me met en joie. Ça me met en joie, ça me stresse pas, ça ne me déstabilise pas. Et une autre chose que je voulais aussi partager avec vous, c'est que on m'avait dit ça, et je ne le visualisais pas au départ, mais quand on commence à prendre un petit peu de lumière, quand on commence à peut-être être à l'origine d'un petit peu plus de bien autour de nous, eh bien, on est un petit peu plus la cible du malin. Et on porte un peu plus de croix. Et je vous confie que dans mon activité professionnelle, dans mon entourage, je n'ai jamais eu autant de difficultés, de combats, je dirais de décisions difficiles à prendre. Je vous donne un cas très concret, très simple, mais bon, je n'ai pas une très grosse entreprise, on est une petite trentaine de collaborateurs, et dans mon équipe commerciale, tout se passe super bien, j'ai jamais eu de soucis, on a une très grande fidélité des collaborateurs, et j'ai deux commerciaux clés dans mon entreprise. Et ils sont venus me voir il y a 2 mois, 1 mois et demi, pour me dire « Oh Pierre, votre parcours d'entrepreneur, les reprises d'entreprise, etc., ça nous a inspiré.
on veut créer notre entreprise. Ouais, d'accord. Mais vous voulez faire quoi exactement? On aimerait bien travailler dans un univers qui est assez proche de celui d'Esion, le nom de mon entreprise. Oui, d'accord. Bon, comment vous voyez les choses? On aimerait bien que vous nous souteniez dans la démarche. Je dis, ouais, mais moi je fais comment? Donc voilà. Donc ça, c'est le genre d'histoire où, en fait, c'est un peu insidieux parce que en soi, c'est bien. En soi, c'est bien pour eux. Mais ça me fait encore un 7 plus à gérer, quoi. Et il faut que je recrute de nouveaux collaborateurs. Et le commerce, même dans une entreprise industrielle, c'est capital. Donc, voilà, ça, j'avais jamais connu ça avant. J'ai des choses encore plus embêtantes, mais c'est pour vous partager. Je trouve que depuis que j'ai pris ce mandat, j'ai plus de combats, plus de croix à porter. Et justement, la prière, et ça c'est les grâces qu'on peut trouver aussi, la prière nous porte. J'ai jamais rencontré autant de personnes dans ma vie qui me disent « Pierre, on prie pour toi ». Ça n'arrête pas. J'ai énormément des amis, ma famille, évidemment des membres. Beaucoup de gens me disent « on prie pour toi ». Et là aussi, deux choses à vous partager. Avec Sébastien, nous avons décidé de... je vais vous lancer peut-être... j'en ai pas parlé à Hélène, tu m'excuses, je vais révéler quelque chose là en public, mais c'est une proposition en fait. Rien de grave. Nous avons décidé avec Sébastien de prendre un petit peu la balle au bond. Pour ceux qui sont venus au Havre, vous avez certainement vu cette petite vidéo des carmélites du Havre qui ont réalisé une invitation aux assises et qui n'était pas du tout prémédité. Hein. Quand on les a sollicités, c'était, voilà, on leur disait qu'on allait faire nos assises au Havre. Elles sont carmélites, donc elles ne participeraient pas aux assises, mais elles ont décidé de participer aux assises à leur façon. Et si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez, elle est disponible sur la chaîne YouTube des EDC, allez voir cette vidéo, elle est incroyable. Rétrospectivement, elle est incroyable. Et ces sœurs carmélites, ce sont des entrepreneuses. Elles sont entrepreneuses, elles sont incroyables. Et avec Sébastien, on s'est dit, on va, avec le bureau restreint, aller voir les carmélites et on va les passer un bureau restreint chez elles. On va dormir au Carmel de Lisieux, du Havre. Et on se doit d'aller les remercier pour ce qu'elles ont fait. Mais on va leur demander de porter notre mandat dans leur prière. Et là, c'est pareil, ça nous a un peu dépassé, mais en fait, elles ont été emballées par le projet, et on a passé une demi-journée avec elles. Elles se sont réunies à plusieurs, et on a échangé. Et en fait, pour ces sœurs, porter un mandat, porter le mouvement des EDC dans leur prière, c'est en fait les ancrer encore un peu plus dans le monde. Elles sont cloîtrées, mais elles sont quand même dans le monde. Et ce lien qu'on a créé avec elles leur permet de contribuer encore un peu plus à la vie du monde. Et donc elles ont décidé de prier tous les jeudis matins au Laude pour les EDC et pour notre mandat. Et nous leur confions toutes les semaines des intentions de prière. Et donc, c'est pas un défi, mais c'est une proposition. J'aimerais bien que chaque région se rapproche d'une congrégation dans le territoire dans lequel la région est implantée, dans lequel les équipes sont implantées, pour essayer de créer ce lien avec ces religieux, ces religieuses qui finalement peut-être n'attendent que ça pour porter la région dans ses prières et pour créer ce lien à la fois fraternel mais aussi profond
qui permet de soutenir par la prière toutes vos actions individuelles. Voilà, donc c'est une proposition, il n'y a rien de systématique dans les régions, ça se fera ou pas et naturellement, mais je pense que dans chaque région, on est un peu proche, plus ou moins, d'un couvent, d'un monastère, donc ça peut avoir du sens. Donc ça, c'était une première chose. Je voulais, de manière beaucoup plus anecdotique, vous partager aussi au niveau national ce que ça implique, la vie d'un président de mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saisir l'occasion de la situation dans laquelle on est, économiquement, dans laquelle est le pays, pour probablement nous faire un petit peu plus entendre, parce qu'on a des choses à dire, et la façon dont on peut les exprimer est un petit peu décalée par rapport à la pensée unique, qui est celle qu'on entend dans les médias. Et en tant que mouvement, nous sommes membres de droit du MEDEF, par exemple. Donc, tous les 2 mois, je suis invité à déjeuner avec les présidents de mouvements patronaux, donc MEDEF, CJD, CPME, enfin tous les mouvements patronaux. Donc, on échange et puis maintenant, il y a un petit lien d'amitié qui se crée forcément entre les gens. Et l'autre jour, donc j'avais un déjeuner là-bas, donc au MEDEF, et Geoffroy Roux de Bézieux me dit, bon, parce qu'on fait un petit tour de table, et il me dit, bon, et Pierre, et toi, les chrétiens, là, qu'est-ce qu'ils disent en ce moment? Ils pensent quoi de l'actualité sur les retraites? C'était un petit peu de circonstance, mais en fait, ce déjeuner avait lieu le 29 février. Et le 29 février, c'était... Le 28 février, pardon. Oui. Il y en a qui écoutent, hein. Le 28 février, c'était... C'était un mercredi. C'était les cendres. Et donc, je dis à l'ensemble de ces présidents de mouvement, je dis, écoute Geoffroy, aujourd'hui c'est l'entrée en carême, donc nous, les chrétiens, on est joyeux. Et alors là, ça a laissé un petit blanc. Et puis Geoffroy dit, ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est l'entrée en carême. Et puis moi, j'ai pas pensé à mettre du poisson. Écoute, je suis désolé, on fera mieux la prochaine fois. Mais à aucun moment, il y a eu une petite critique, je dirais maladroite. Ouais, de toute façon, les chrétiens, une réflexion qui n'aurait pas été... Non, au contraire. Et à la fin de chaque réunion, de chaque déjeuner, il y a toujours l'un ou l'autre qui vient me voir et qui me dit, ouais, tu sais, Pierre, en fait, nous, notre mouvement, il est d'inspiration chrétienne. Mais en fait, ils ne le disent pas, ils n'osent pas le dire, ils communiquent pas sur ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils portent. Et une petite anecdote, donc pareil, en ce moment, on a été pas mal interpellés sur la réforme des retraites. Et un jour, dans une émission de télé, un journaliste me dit, mais qu'est-ce que vous en pensez aux EDC? Et j'ai eu cette réflexion, je lui dis, vous savez, aujourd'hui, moi, ce qui me choque, c'est finalement l'absence de dialogue entre l'ensemble des partenaires sociaux et l'État, parce que pour nous, EDC, les retraites, c'est un bien commun. En France, les retraites, c'est un régime collectif. Et donc, c'est ceux qui travaillent, qui cotisent pour ceux qui sont en retraite. Il y a vraiment beaucoup de sens à pérenniser, en fait, un régime comme ça. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre que les gens ne se parlent pas. Et j'ai eu cette petite phrase peut-être un petit peu osée, mais bon, voilà, j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, probablement que les syndicats français ne se sont pas posés ou n'ont pas revisité leur raison d'être.
Et je pense qu'il serait de circonstance que quand on arrive à un tel blocage dans les discussions, on se demande en fait qu'est-ce qu'on porte vraiment. Et quelques semaines après, j'avais un des syndicats en question qui m'appelait pour m'inviter à dîner en toute confidentialité pour échanger. Donc je me dis que voilà, il y a parfois des petites comme ça, des petites choses qui se passent. Et donc, j'en terminerai là-dessus pour parler de ce retour. Là, j'ai proposé aux EDC d'être un tout petit peu plus présent et incisif dans les débats actuels que l'on a au niveau du pays sur des sujets qui nous touchent directement. Donc il y a la réforme des traites, il y a le partage de la valeur, il va y avoir le travail. Tous ces sujets-là, on a des choses à dire. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on s'exprime sur ces sujets-là. Et il y a ici au moins un membre de la commission Repère. J'ai interpellé la commission Repère, commission qui se penche sur des sujets de société sur lesquels la commission donne une ligne pour le mouvement et pour chacun des membres quand il a à discuter de ces sujets avec son entourage. Et là, l'idée est d'avoir une position officielle et qu'on puisse communiquer largement des EDC sur le partage de la valeur. Et ce que j'ai souhaité, c'est qu'on puisse s'engager là-dessus publiquement, mais qu'on ait notre patte, notre façon à nous de parler de ces sujets-là, et qu'on ne parle pas exclusivement du partage de la valeur sur le plan financier, tel que c'est abordé par l'ensemble des commentateurs, mais qu'on parle du partage des valeurs, et qu'on définisse ce que l'on entend par valeur aux EDC et dans ces valeurs. Et vous verrez que très souvent, on en revient toujours à notre fameuse pensée sociale chrétienne, puisque dans la pensée sociale chrétienne, il y a énormément de valeurs créées par l'entreprise autour de la dignité, la participation, la solidarité, la subsidiarité, voilà. Et on peut aller un peu plus loin sur la connaissance et la reconnaissance de chacun, sur voilà, un certain nombre de sujets sur lesquels, eh bien, profitons des moments d'actualité ou des débats compliqués pour nous apporter un autre éclairage où on peut avoir un apport à la société positif. Voilà. Et tu me laisses une petite seconde, je conclurai parce que il y a un thème pour ces assises qui est la fragilité. Et là, c'est là aussi un petit partage personnel, mais très rapidement, j'ai ouvert, il y a quelques années, il y a 4 ans et demi, un atelier dans une prison, une maison centrale, où j'ai embauché un détenu qui est condamné à perpétuité. Et j'avais des oppositions dans mon entreprise multiples, qui se sont progressivement désamorcées, mais j'avais une de mes employées assez remontée sur le sujet, qui en plus m'a délégué CSE. Et donc je la vois régulièrement, tous les mois, et je m'étais dit qu'il fallait que progressivement j'essaie de lui expliquer, puisque l'ensemble des collaborateurs étaient d'accord. Et en fait, cette collaboratrice, c'est elle qui est amenée à préparer en fait les colis de composants qu'on envoie à la prison pour que notre collaborateur détenu puisse travailler. Il fait du câblage de composants électroniques. Et un jour, j'ai surpris sur le carton qui partait à la prison un petit mot de ma collaboratrice, chère. Je ne vous donne pas son prénom parce que ça nous introduirait sur une autre discussion, mais enfin, mon collaborateur s'appelle Jésus. Et c'est pas une blague, hein. C'est vrai. Il s'appelle Jésus et c'est pas un portugais. Et il s'appelle Jésus et ma collaboratrice qui n'est pas chrétienne met sur le carton salut Jésus, j'espère que tu vas bien. Voilà, tu verras voilà, je t'envoie tel composant pour pouvoir faire tel type de carte. Signé Virginie.
Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, elle a progressivement compris que Jésus était devenu un collaborateur de l'entreprise et que par le travail qu'on lui confiait, on lui donnait une dignité. Et là, j'en conclus, enfin, l'autre jour, ce que je vais souvent à la prison, je récupère un carton de cartes câblées, et sur le colis, il y avait un petit dessin de Jésus avec un petit émoticône, avec un grand sourire, etc., qu'il avait dessiné sur le carton, à destination de Virginie, signé Jésus. Et je me suis dit, bon, ben ouais, quelque part. Voilà, Hélène. Alors Pierre, tu l'as tout à fait dit justement, c'est aujourd'hui tes 1 an de mandat. Alors, la région, Centre Val de Loire, a le plaisir de t'offrir, en guise pour ton anniversaire, un cadeau avec donc les spécialités de la région. Donc tu sais qu'on est dans une magnifique région avec des très beaux châteaux, hein. On en a un aujourd'hui, mais il n'y a pas que celui-ci, il y a aussi Chambord bien sûr, et donc on est très fiers que tu fêtes ton anniversaire chez nous. Je vais passer la parole à Luc, que je suis très heureuse d'avoir à mes côtés en tant que vice-président. Et à toi la parole, mon cher Luc. Merci. Oui, vous m'entendez? C'est bon. Merci Hélène. On a déjà un petit peu de retard, c'est pas grave, on zappera la dégustation de vin tout à l'heure. On vote à main levée, je pense, non? Merci Pierre pour ce discours, et effectivement d'avoir ramené les fragilités aussi dans le débat et dans les sujets que je pense les EDC doivent porter dans le discours politique. Cet accueil des fragilités, qui est justement le thème de nos assises. Et pour éclairer nos réflexions et nos travaux de cet après-midi, je suis très heureux d'accueillir Jean-François Conant, notre intervenant ce matin. Alors, il faut que je vous dise, je connais Jean-François depuis quelques années maintenant, où c'est amusant. Alors pour ceux qui étaient aux assises excusez-moi, de Montargis, il y avait un lien il y avait sur les alliances et en territoire, et les alliances pour le bien commun, dans ces alliances, justement, qu'on a, à Montargis, on a créé un PTCE, un pôle territorial de coopération économique. Et dans les PTCE, un qui a été notre modèle, ça a été le PTCE Les Mureaux, qui a été créé par, entre autres, Jean-Marc Sémoulin, qui est membre des EDC, et Jean Devailly, qui était cofondateur. Et Jean Devailly est un des animateurs du campus de l'inclusion. Et quand ils ont monté le premier campus de l'inclusion en région Centre, ils m'ont demandé de le parrainer, ce que j'ai accepté avec joie et avec humilité, parce que c'était la première fois qu'un patron de PME devenait parrain d'une promotion de campus de l'inclusion. Et l'animateur était Jean-François Conant. Je l'ai rencontré en visio, puisque c'était l'époque du confinement, et j'avoue que le courant est tout de suite passé. Alors même si Jean-François Conant n'est pas chrétien, je peux vous assurer que les valeurs du Christ et le Christ se reconnaîtraient en lui, parce qu'il porte justement toutes ces valeurs dont Pierre parlait tout à l'heure. Alors, Jean-François a 60 ans, il vit à Clichy, il est marié, il a 3 enfants, et ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est un amour de la découverte, un amour des voyages. Il a toujours beaucoup voyagé en baroudeur, sac à dos. Son employeur lui a toujours permis ça. Il aimait, sur des périodes parfois longues, 1 an, il pouvait partir
Et ça a été, pour lui, c'est justement une des façons de découvrir la réalité humaine, et il a vécu, il a vécu des situations de fragilité à travers le monde. Donc il est membre du comité exécutif du groupe ADECO. Il en est son directeur d'impact social et environnemental. Et à ce titre, il est d'ailleurs président de la filière Humando. Humando, c'est une entreprise de travail temporaire d'insertion. C'est l'activité du groupe. Il est aussi du coup pilote du réseau ADECO Inclusion, qui regroupe pas mal de sociétés ETTI, comme Janus, qui est du groupe Vitamine T, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, dans le SS, c'est un groupe qui est très connu. Aussi Handicap Intérim, d'APF. Il est aussi l'animateur du Lab, plus loin HO, qui est le think tank du groupe. Donc c'est toujours la question de mettre l'humain au cœur des préoccupations. Il est président d'une association, alors en dehors du groupe, qui s'appelle Extramuros, qui est alors un centre d'aide par le travail ou une entreprise d'inclusion, je ne sais plus. Une entreprise d'insertion. Une entreprise d'insertion, voilà, de menuiserie. Donc vous voyez qu'il a un parcours qui est très impressionnant et très tourné vers l'humain. Donc je suis très très fier de l'avoir ici, qu'il ait accepté de venir, et je le remercie profondément. Merci Luc. Merci de votre accueil. Et Luc, si tu veux bien, en fait, mes parents m'ont toujours appris une chose, c'est quand tu te présentes, tu attends que l'autre se présente, ou réciproquement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que dans un sens. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous faire un tout petit exercice qui va me permettre, moi, de mieux vous connaître rapidement. Et après, je te repasse la main pour des questions et le sujet de la fragilité. Est-ce que, s'il vous plaît, et pour les personnes qui ont des problèmes pour se lever, lève la main, c'est aussi bien. Est-ce que les femmes peuvent se lever, s'il vous plaît? Je vous remercie. Est-ce que maintenant les hommes peuvent se lever? Ok, un tout petit peu plus d'hommes. Merci. Est-ce que, s'il vous plaît, ceux qui sont venus en voiture peuvent se lever? Est-ce que ceux qui sont venus en covoiturage peuvent rester debout? C'est intéressant. Merci. Est-ce que, s'il vous plaît, ceux qui travaillent depuis, plus de 10 ans peuvent se lever? Plus de 20 ans? Plus de 30 ans? Plus de 40 ans? Plus de 50 ans? Merci. Est-ce que, s'il vous plaît, ceux qui... je pense que j'ai vu des enfants, donc il y a des gens qui n'ont pas pu se lever, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas levés encore? Est-ce qu'ils peuvent se lever? Non, d'accord, tout le monde s'est levé au moins une fois. Est-ce que les gens qui ont rencontré la fragilité, pour eux-mêmes ou pour les autres, peuvent se lever, s'il vous plaît? Je vous remercie. Et une dernière question, je sais qu'elle est compliquée, mais faites avec. Est-ce que les personnes qui se sentent différentes, ne me demandez pas en quoi, différentes, peuvent se lever, s'il vous plaît? Je vous remercie. C'est très très étonnant, parce que cet exercice, je le fais assez régulièrement, et sur cette dernière question, c'est toujours quasiment la moitié. Je ne sais pas pourquoi. C'est jamais visible, bien sûr. Luc, je te repasse la main. Merci Jean-François, ça va pas être très long. Alors, on a préparé l'intervention avec une petite discussion, enfin, c'est Jean-François qui va bien sûr parler beaucoup plus. Et puis, on aimerait, et donc si le maître du temps qui est, je ne sais qui a disparu, donc c'est bon.
C'est Guillaume, oui, mais voilà, je ne le vois pas. Mais si on nous, Jean-François aimerait vraiment qu'il y ait un peu d'interaction avec vous après, et si vous avez la possibilité de poser des questions, ça sera formidable. Alors, d'abord, pour savoir de quoi on parle, enfin, en tout cas, de quoi Jean-François va parler, les fragilités, ça regroupe énormément de choses. Donc, la première question, c'est, pour toi, qu'est-ce que c'est que la fragilité, ou plutôt, quelles sont les fragilités? Je vais me remettre debout, c'est plus tonique pour moi. Alors déjà, je ne suis pas ni philosophe, ni scientifique, ni... voilà, je ne suis qu'un praticien et pas conférencier. Je suis un professionnel d'une entreprise, donc voilà, j'ai forcément un angle dans mon discours. Et comme tout bon ou tout apprenti conférencier, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que voulait dire fragilité, parce que c'est pas ma spécialité. Et c'est assez étonnant en fait ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé le sens propre, ceux qui se rompent et se brisent facilement. J'ai pensé, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à une fleur, à quelque chose de vraiment fragile. Ça serait le sens propre, le sens figuré qui montre de robustesse. C'est intéressant. Là, j'ai pensé peut-être plus à une personne âgée ou une personne ayant un handicap. Par analogie aussi, ce qui n'est pas solidement établi. Ce qui n'est pas solidement établi et qui peut être facilement détruit. Là, j'ai pensé à un édifice, un objet, quelque chose voilà, un château de cartes, un château de sable. Et puis un autre sens figuré qui apparaissait, et celui-là il est intéressant, c'est qui est sujet à tomber en faute. Ça m'a étonné de voir ça, fragile en faute. Et ça pose toujours la question, et vous avez parlé de personnes en détention, de souvent, quand on voit quelqu'un de fragile, on a malheureusement souvent aussi en tête qu'est-ce qu'il a fait pour être fragile? En quoi il est coupable? C'est particulièrement vrai en France, même quand on a payé sa peine, on est toujours coupable. Voilà, en tout cas ça me semblait intéressant. Et puis l'autre élément aussi, quand je me suis posé la question de la fragilité, c'est de dire, mais en fait, on est fragile, on est a priori fragile. On est a priori fragile, et vous l'avez démontré, vous l'avez rencontré pour vous ou pour les gens qui sont autour de vous. Et donc, en fait, on peut être très très bien à un moment et beaucoup plus mal à un autre. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui date maintenant d'il y a une trentaine d'années, Une époque formidable, avec Junio. Je vous invite à le retrouver sur des plateformes ou en DVD. Il est remarquable parce qu'il raconte l'histoire d'un cadre pour qui tout va bien et qui s'écroule en quelques jours, en fait. Et c'est assez intéressant, c'est bien sûr caricatural, drôle aussi, touchant, mais ce film a été montré dans beaucoup d'écoles de travail social parce qu'il concentre en fait des situations réelles où une personne tout à fait debout se retrouve très très rapidement en situation extrême. Voilà, en tout cas, cette notion de fragilité, elle est intéressante parce qu'on peut la visiter de différentes façons. Mon métier, c'est l'inclusion. J'en ai d'autres chez ADECO. Mon métier, c'est l'inclusion. Je travaille depuis... je ne sais pas si on parle en annuité maintenant, non. Donc je travaille depuis 40 ans sur les questions... j'ai été enseignant, prof d'adultes en difficulté. J'étais avant tourneur, fraiseur, ajusteur. J'y tiens. Tu l'as pas dit, mais c'est important pour moi parce que quand je rentre dans il y a peut-être des chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise dans les métiers de l'industrie et de la mécanique. Mais moi, quand je rentre dans une entreprise de mécanique, l'odeur de l'huile de coupe, ça me fait comme la confiture de ma grand-mère, quoi. C'est aussi fort que ça. Donc, je travaille depuis 40 ans sur ces thématiques-là, dont avec un monsieur qui est là, que je ne savais pas qu'il serait là, Élie Diatine, on a travaillé quelques années ensemble sur l'insertion et la formation. Et donc, du coup, il y a une approche par le public. Il y a une approche par le public, on va dire,
personnes en insertion, c'est les personnes en situation de handicap. C'est les personnes demandeurs d'emploi de longue durée. C'est les bénéficiaires du RSA ou de l'aide sociale. C'est certains seniors. C'est... Il y a un bébé qui s'en va là. Il est pas bien grand. Je suis grand-père depuis 10 jours. Ça, tu l'as pas dit, mais... ça va être des personnes migrantes, réfugiées pour certaines, non réfugiées pour d'autres. Ça va être des femmes en situation monoparentale ou des femmes isolées, etc., etc. Donc on va les mettre en catégorie administrative quelque part. Et tout se cumule, hein. Tout se cumule, bien sûr. Vous pouvez être en situation de handicap, demandeur d'emploi longue durée et senior. Et vous pouvez les croiser dans tous les sens. Et vous imaginez, bien sûr, que quand vous additionnez ces situations, ça se complique. Et pourquoi ça se complique? Parce que, a priori, senior ou en situation de handicap, c'est pas un critère d'exclusion. C'est ce qu'on en fait. Et c'est donc ce que fait la société avec ces personnes. Parce que la société a des représentations, comme votre collègue Virginie, c'est ça? Votre collègue Virginie, mais elles sont légitimes, ces craintes. Et donc, du coup, on a aujourd'hui une société qui, à la fois, est diverse, toutes ces catégories que je viens de vous donner, et qui est aussi faiblement accueillante. Je parle du marché du travail. Et je vous assure, là où je suis, chez Adecco, on salarie tous les ans 500 000 personnes. 500 000 personnes. C'est une belle zone de test. Lundi matin, il y aura 120 000 intérimaires qui iront travailler dans énormément d'entreprises. On voit la société côté emploi. Et je vous assure, aujourd'hui, les discriminations existent. Elles sont rarement frontales, souvent systémiques. Et on arrive très très souvent à les faire dépasser, à poser les choses en disant bah, attendez, vous me dites que vous ne voulez pas d'arabe. Je suis un peu provocateur, hein, mais c'est comme ça que ça peut arriver. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, j'ai des produits sensibles, je ne veux pas de vol. Ok. Donc vous voulez quelqu'un d'honnête, on est d'accord? Oui, c'est ça. Etc., etc. Donc vous pouvez à un moment dépasser une représentation. Et puis si à un moment on vous emmène vraiment sur le champ de la discrimination, expliquez que c'est pas possible. Hein, vous ne pouvez pas être complice. Je vous rappelle que c'est puni par la loi et qu'en fait, dès qu'on est complice de discrimination, en fait, on est un délinquant. C'est bizarre, hein, quand je dis à mes collègues d'Adecco, si tu fais ça, tu deviens un délinquant, ils changent de tête. Et donc on change, on devient de la famille des personnes dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, donc quelques chiffres quand même, hein, rapidement, ça sera les seuls. 1 million de chômeurs d'emploi longue durée en France, 1 million de NEET, des jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en éducation, ni en formation. 1 million. 500 000 personnes en situation de handicap au chômage. Presque 2 millions de bénéficiaires du RSA. 300 000 réfugiés. 100 000 personnes sous main de justice. On ne parle pas de marge. Alors, on ne peut pas additionner tout ça parce qu'encore une fois, les catégories... Mais on parle d'une grande partie de la population. Et là encore, je ne vous parle pas des gens qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage, qui sont entre deux, qui sont en situation de précarité. Il y en a chez Adecco. Il y a des auto-entrepreneurs. Hein, l'image qu'on a du gars sur son scooter Uber, est-ce qu'il est vraiment intégré? Est-ce qu'il est limite? Il est limite. Bon, voilà, donc la notion de fragilité et son application dans des situations particulières qu'on va retrouver dans nos entreprises, elle est de ce type-là. Merci beaucoup Jean-François. Alors quand je vous disais tout à l'heure qu'on retrouve beaucoup de messages christiques quand on écoute Jean-François, quand tu parlais de faute et la recherche de la faute, c'est quand même l'évangile de ce dimanche. C'est le jeune aveugle, enfin l'aveugle, où les apôtres demandent mais qu'est-ce que ses parents ont fait comme faute pour qu'il soit né aveugle, hein? Donc on recherche, voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans ce message-là. Merci beaucoup. Et puis ce que tu disais aussi, qui est assez marquant, c'est
c'est de se dire que, effectivement, nous sommes tous fragiles, et tu aurais pu... on pourrait poser la question, en tant qu'entrepreneur, on a des moments difficiles. Je pense que je connais peu d'entrepreneurs qui, à un moment donné de leur vie, n'ont pas douté, n'ont pas été déstabilisés, et que le message, c'est aussi de pouvoir l'accepter, parce que la difficulté d'accepter, c'est de croire qu'on a fait des erreurs, quoi. C'est de croire qu'on est en faute. C'est pour ça qu'on n'accepte pas on renonce et qu'on s'enferre parfois dans l'erreur, à vouloir pédaler, au lieu de s'arrêter, alors, ça va pas te parler, mais de s'en remettre à Dieu, et d'accepter ce qui nous arrive comme une expérience, et non pas comme un échec. Alors, ça fait plus de 30 ans d'expérience dans ces milieux-là. Je suppose que tu en as tiré pas mal d'enseignements sur comment on peut faire de la place à la fragilité en entreprise. En fait, quand je vois ma photo, vous avez trouvé une vieille photo des années 30, là, je suis désolé, hein, c'est pas moi. J'y suis pour rien. Je vous passerai une photo, c'était il y a 15 ans. Toujours en préparant ce moment avec vous, je me suis posé la question de ce que j'avais appris. Je vais essayer de faire comme ça. Ce que j'avais appris de ces quelques années. Est-ce que vous m'entendez? Non. On va essayer. Je suis sûr que ça va marcher. Merci. Oui, je me suis posé la question des quelques enseignements que j'ai pu avoir sur ces années de pratique, que ce soit chez Adecco, chez Extramuros, qui est en effet une structure d'insertion par l'activité économique, une menuiserie tout à fait classique, si ce n'est qu'elle travaille en ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire en utilisant des matériaux issus de récupération. D'ailleurs, il y a beaucoup entrepreneuses ici. C'est souvent plus Extramuros qui m'empêche de dormir qu'Adecco. Voilà, une PME, c'est un vrai challenge. Chapeau pour ceux qui portent ce type d'aventure. Ou que ce soit dans des mandats que j'ai pu exercer, ou j'exerce encore à gauche et à droite. Voilà, et où je regarde comment fonctionne ce secteur-là. Première chose, on parle souvent dans le secteur de l'insertion du thème « Personne n'est inemployable ». Et j'ai entendu Jean Basser, le patron de Pôle emploi, il y a peu de temps, dans une discussion, me dire « tout le monde peut travailler ». C'est une vraie question, je pense que quand on est employeur, entrepreneur, on doit pouvoir se poser des questions, et ce type de questions, et souvent on y répond non, bah non, pas chez moi, quoi. Bah, pas chez moi, parce que chez moi, il y a de la contrainte, il y a de la technique, il y a des exigences, tout le monde ne peut pas travailler chez moi. Mais d'un autre côté, on sait aujourd'hui aussi que les entreprises ont du mal à recruter. Et donc du coup, si on reste dans cette position-là, un peu en disant, ben, moi j'ai des exigences de productivité, de sérieux, de relations clientèle, peu importe, ou de technique, et qu'on n'arrive pas à aller chercher des nouveaux candidats, des nouveaux collaborateurs, des futurs commerciaux champions comme chez vous, Monsieur le Président, qui vont aller monter leur entreprise en face et concurrente. Si on reste dans cette position-là, on ne bougera pas. Et donc, du coup, non, tout le monde n'est pas employable tout de suite, tout le monde n'a pas la même compétence, la même capacité, la même productivité, mais tout le monde est capable de progresser. Tout le monde est capable d'apprendre, et tout le monde est capable de travailler à son niveau. Alors, il y a des structures qui s'occupent justement de personnes qui sont un peu plus loin de l'emploi. Il y a des structures d'insertion par l'activité économique, des entreprises d'insertion, d'intérim d'insertion dont tu as parlé.
Il y a des entreprises adaptées dans le secteur du handicap, des entreprises, des structures protégées du handicap. Voilà, on a réussi en France, et on est assez créatif, hein, à créer des structures qui permettent soit une zone un peu protégée, soit ce SAS qui permet à la personne d'évoluer et de monter. On va aussi avoir des dispositifs que vous activez régulièrement, je suppose, l'alternance, l'apprentissage, qui va permettre à un jeune, petit à petit, de monter en compétences. Et donc, tout le monde ne peut pas travailler tout de suite, tout le monde n'est pas employable au maximum tout de suite, mais il y a des zones de progression, et je pense qu'on a, nous, en tant qu'employeurs, entrepreneurs, on a cette responsabilité de permettre à la personne d'atterrir chez nous. Vous savez, en fait, il y a quelque chose qui est partagé, c'est ce qu'on appelle je ne sais pas si tu te rappelles, Élie, mais je l'ai souvent cité, la courbe de défaillance. Voilà. La courbe de défaillance, c'est quelque chose comme ça. La courbe de défaillance, un nouveau-né, il est fragile, puis après ça va mieux, puis il vieillit. La personne vieillit. Une machine à laver, au début, vous la recevez, vous la branchez, il y a une durite qui était mal fixée, pouf, elle est en panne, et puis après ça va mieux, puis elle vieillit. La courbe de défaillance d'un individu qui arrive dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Au début, il y a un risque majeur, risque d'accident de travail d'ailleurs, hein, ça se confirme là, mais risque d'abandon. Et puis après ça va mieux, et puis après sa situation peut le rattraper. Et donc, l'accueil dans l'entreprise, les premiers pas dans l'entreprise sont essentiels. Je vais vous donner un exemple aussi de pratique que l'on peut exercer. Vous allez comprendre de façon très opérationnelle ce que je veux dire. Chez Umando, qui est une des entreprises d'intérim d'insertion de mon réseau, dont je suis le président, que j'ai créé il y a une trentaine d'années, quelquefois, quand c'est nécessaire, quand la personne le justifie, on va l'accompagner la veille sur le chantier ou dans l'atelier. On va l'accompagner la veille et on va lui présenter Luc, son chef d'atelier. Luc, son chef d'atelier, va lui dire « Ok, demain matin, tu vas venir à telle heure. Les lavabos, c'est là. Le vestiaire, c'est là. Tu es en basket, pompe de sécurité demain. Moi, c'est Luc. Toi, c'est Robert, Mohamed, Sophie. Ok, à demain. » Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? Qu'est-ce qu'on risquait si on ne l'avait pas fait ? On risquait un gars qui se paume dans le métro ou sur les routes, comme nous, là, en arrivant au château, pour certains. Et ça arrive à tout le monde. Qui arrive et qui a du retard, et donc qui fait demi-tour parce qu'il a peur de se faire taper dessus. Il va aller voir, il rentre sur un chantier, il connaît personne, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où sont les baraquements. Et il va demander, voilà, je suis l'intérimaire. Toi, l'intérimaire, il n'existe pas, c'est devenu un intérimaire. On va lui dire de changer en vitesse, il est arrivé en basket parce qu'il n'a pas pensé que, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui va vraiment se passer parce qu'on l'a présenté la veille ? Eh bien, il va arriver à l'heure, il ne va pas avoir peur, il va croiser Luc, il va lui dire « Luc, bonjour », il va aller au vestiaire, il va mettre ses pompes, et il va aller bosser. Vous voyez, une toute petite chose comme ça. La courbe de défaillance, on multiplie les risques au démarrage, et donc il faut faire très très attention à ces périodes-là. Et puis quand vous êtes en rupture avec l'emploi, depuis longtemps, cette courbe elle se répète. C'est-à-dire que vous allez être, la première semaine ça va bien aller, puis la deuxième vous allez être un peu crevé, quoi. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas bossé. Donc il faut remettre à nouveau ce petit rythme qui va vous permettre de petit à petit dépasser ces difficultés. Voilà. Donc l'accueil dans l'entreprise est essentiel et l'intégration. Ouais, tu parlais que pour retour à l'emploi, souvent il y a des freins qui sont pas liés à l'emploi même, c'est ça ? Oui. Les freins périphériques. Merci. Les freins périphériques. Alors je ne supporte pas cette expression. Les freins périphériques. Alors, je tiens à dire que c'est toi qui me l'as donné. Complètement. Et c'est celle qu'on utilise couramment, que les politiques utilisent, que les services publics de l'emploi utilisent, et puis qu'après tout, c'est pas idiot. Hein. Les freins périphériques à l'emploi, ça met l'emploi au centre, c'est sympa.
Sauf que quand vous n'avez pas de bagnole, quand vous n'avez pas de logement, quand vous n'avez pas de garde d'enfants, c'est pas périphérique, hein, c'est au centre. C'est en plein centre. Et donc du coup, probablement, tout le monde n'est pas employable. Si vous n'avez pas de logement, si vous êtes SDF, peut-être le premier jour, ça va le faire. Mais le deuxième, le troisième, vous êtes crevé, vous sentez mauvais. Si vous avez un problème d'addiction, peut-être que vous allez tenir le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, vous allez être rattrapé par votre addiction. Et là, vous allez vous mettre en danger l'entreprise et vos collègues. Si etc., etc. Donc la notion de frein périphérique à l'emploi, elle est réelle, mais encore une fois, ils sont pas périphériques du tout. Et quand vous pouvez bien sûr cumuler ces difficultés. Et donc pour ça, l'entreprise classique, elle n'est pas toujours équipée pour faire ça. Et moi, je critiquerai jamais un patron, une patronne de PME qui dit ben ouais, je suis désolé, je peux pas m'occuper de ces gens-là. C'est pas possible, c'est trop dur. Par contre, il y a plein de structures qui sont capables de le faire et qui sont d'ailleurs faites pour le faire. Je vois que vous avez les écoles de production partenaires, c'est un magnifique outil. Vous avez les entreprises d'insertion. Oui, d'ailleurs, on a un atelier cet après-midi avec... c'est une des plus belles découvertes il y a une vingtaine d'années. C'est né d'ailleurs du mouvement chrétien, hein, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Lyon. Et voilà, vous avez plein de structures qui permettent justement ces réapprentissages, qui permettent de remettre les personnes en dynamique et qui vont en même temps, pas à côté, en même temps, régler toutes ces situations. Ces situations qui sont souvent complexes. Hein, quand vous n'avez pas de logement dans un territoire où le logement est en tension, bah, c'est très très difficile d'arriver à trouver un logement pérenne pour ces personnes. Surtout qu'elles n'ont pas grand-chose à prouver hein, en termes de garantie pour le logeur. Et donc du coup, ça prend un tout petit peu de temps. Et ça me fait rebondir sur un troisième élément, un constat d'efficacité, c'est que le contrat de travail, la paye, c'est super efficace. C'est super efficace parce que plus que le statut de stagiaire. C'est super efficace parce que vous allez bien sûr avoir une fiche de paye, un salaire, une protection sociale. Mais vous allez aussi avoir un cadre de travail, des droits, des devoirs, et donc du coup une façon d'exercer votre activité qui est une activité... non, pas de souci, allez-y monsieur, les petites fins sont importantes. Voilà, donc la notion de contrat de travail va vous permettre de reconstruire fortement votre capacité à vous construire. Je voulais aussi vous parler que si vous vous lancez, on parlera tout à l'heure des raisons à agir, si vous vous lancez, si vous le faites, comme vous, monsieur, il y a quelques éléments de prudence aussi, qui me semblent importants à avoir en tête. Quelques éléments de prudence sur ce qu'on va vivre et faire vivre à la personne qui va bénéficier de votre accompagnement. On verra qu'il y a plusieurs solutions pour s'engager, plusieurs possibilités pour s'engager dans les sujets de l'inclusion. Mais il y a aussi quelques risques. Pour moi, le risque le plus important, c'est le risque de fusion. C'est-à-dire la personne que vous accompagnez, que vous souhaitez accompagner, et avec qui vous allez rentrer en relation et investir. Investir comme vous pourriez le faire pour quelqu'un de votre famille. Et pour qui vous allez beaucoup donner. Sauf qu'on est dans l'humain et que des fois on donne et on ne reçoit pas. Et que la personne, elle reste fragile. Il n'y a rien de plus compliqué que de sortir d'une difficulté chronique. Et donc, peut-être que vous allez vous planter, ou vos collègues, vos équipes vont se planter. Ça ne va pas marcher. La personne, elle va abandonner. Elle va partir sans se retourner. Dans l'analyse de nos pratiques, ce qu'on a remarqué déjà, c'est que quand la personne, elle part, elle ne se retourne pas, ce n'est pas forcément mauvais signe. Souvent,
c'est parce que vous lui renvoyez une période de sa vie qui n'était pas idéale. Et donc vous l'avez accompagnée, elle a repris ses marques, elle a réussi à réexister, à être à nouveau debout, elle s'en va, elle ne vous remercie pas. Mais c'est parce que si elle vous remercie, ça la renvoie à sa situation du passé. Quelquefois, on a des échecs. Moi, j'ai un souvenir d'un jeune chez Extramuros, pas chez Adéco pour le coup, donc dans la menuiserie, qu'on a viré. On a viré parce que il avait déjà eu des alertes, on l'avait rattrapé 2-3 fois, et là il avait menacé de mort une jeune apprentie en lui disant qu'il allait l'attendre à la sortie et l'égorger. Donc on l'a sorti. Comprenez pourquoi on l'a sorti, on lui a expliqué pourquoi on le faisait, en photographe, mise à pied conservatoire, comme on doit le faire dans une entreprise classique, avec beaucoup de respect, mais de la fermeté. 2 ans après, je le croise à Clichy, il habitait à Clichy, la même ville que moi, Clichy-la Garenne. Il m'attrape en me disant « Vous m'avez sauvé la vie ». Pas parce qu'on l'a viré, il avait tout oublié. Mais il se rappelait, lui, de l'année qu'il avait passée chez nous. Et en disant bah, « Là, j'ai compris que... ». Ok. Vous voyez, pour nous, c'était un échec. Hein. On l'a sorti, c'était un échec. Ça s'était mal passé à la fin, c'était de la tension. Lui l'avait vécu comme quelque chose de super positif. Voilà, donc on est dans la complexité et il faut être prudent dans l'analyse. Et les travailleurs sociaux, ou d'ailleurs les métiers de relations d'aide, hein, en général, dans la santé notamment, on leur explique tout ça. Être capable de prendre un petit peu de distance et de ne pas considérer que c'est un échec personnel quand quelqu'un ne va pas là où vous auriez aimé qu'il aille. On en est où là? Je ne sais pas s'il est revenu. Mais du coup, tu cites quelque chose que souvent les gens, dans ce parcours, une fois qu'ils ont... tu dis qu'il y a souvent une citation qui revient. Je vois où tu veux m'emmener. Mais avant, je vais vous... D'accord. Avant ça, merci. Avant ça, je vais vous donner quelques éléments aussi de lecture à partir d'exemples concrets, si j'ai encore 5 minutes. Ouais. Comment dire? Les enjeux de la formation, j'en ai pas parlé. Dans les parcours qu'on monte aujourd'hui pour les personnes en parcours d'insertion, souvent la formation est une brique indispensable. Pas au début. Pas au début, parce qu'en général, il manque à ces personnes-là, vous savez, on parle souvent du savoir-faire, savoir-être. C'est vraiment les trucs qu'on cite très classiquement. Eh bien, les gens qu'on accompagne, il leur manque un savoir de plus, c'est le savoir devenir. Ils ne savent pas où ils vont. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Si vous prenez les réfugiés, par exemple, ils ont traversé une partie de la planète, ils ont quitté, fui un pays en guerre ou l'oppression, ils ont rencontré des difficultés au fil de l'eau. Quand ils arrivent en France et qu'ils obtiennent le statut de réfugié, je peux vous assurer que eux, ils ont un azimut. S'installer, gagner de l'argent, fonder une famille, avoir une maison, avoir une voiture, etc., etc. Souvent, chez nos jeunes notamment, l'avenir n'existe pas. Donc vous avez cette difficulté à savoir devenir. Donc la formation, quelle qu'elle soit, elle peut prendre des formes très très différentes, est super importante pour, à un moment, basculer sur quelque chose de durable dans cette capacité à se projeter. Et on a monté, je me rappelle avoir monté, je ne sais pas si on travaillait ensemble à l'époque, avoir monté des chantiers d'insertion à Sarcelles pour des peintres. Pour des peintres qui étaient des repris de justesse. Voilà, c'était des loulous, vraiment des loulous. Et on avait un terrain d'application qui était assez incroyable, c'était le foyer de jeunes travailleurs de Sarcelles. Sarcelles, c'est une zone un petit peu rude, c'était un vieux foyer, et les 2 derniers étages sur 8 étaient insalubres. Et donc on avait ces étages qui nous permettaient d'avoir un terrain d'application.
Et donc, on avait été voir le CFA de la peinture du 93 et qui nous avait dit, bon, bah, alors oui, pas de problème, on va monter un programme. Donc, d'abord, ils vont gratter les murs, poncer les murs, enduire les murs, reponcer les murs, réenduire les murs, faire une couche d'impression, une couche de peinture, et les meilleurs feront de la laque. On leur a dit, mais c'est pas possible, on va pas en garder un. Vous dites que le plus chouette, c'est la laque. Eux, la laque, c'est l'hôpital, le commissariat et la cuisine des parents, quoi. Ça les fait pas rêver. Et puis, si on les passe par tout ça, mais ils vont partir en courant. Donc, est-ce qu'on peut faire autrement? C'est quoi le plus beau chez vous? Le plus beau chez nous, c'est les faux bois, les faux marbres, les patines, les stuccos. Ok. Mais ça, c'est... Il y a quasiment personne qui bosse là-dessus. C'est pour les... Ben, on va inverser. On va commencer par les faux bois, les faux marbres, les patines, etc. On va voir. Et on a commencé par ça. Et du coup, ils ont tenu. Ils ont tenu. Alors, ils n'étaient pas contents parce que ce qu'ils fabriquaient ne tenait pas, parce qu'ils n'avaient pas poncé, gratté, enduit, et qu'il y a une raison pour lesquelles on fait ça. Et donc, ils refaisaient après, régulièrement. Petit à petit, ils montaient en compétences, mais à l'inverse. C'est un exemple, mais ce qui me semble important de vous dire, c'est que, par cet exemple, c'est que, à un moment, il faut accepter de casser nos règles. Si on veut intégrer, partager, qu'il y ait de la différence, il faut aussi accepter que notre monde, celui qu'on a un peu imaginé, de façon des fois un peu rigide, on le fasse un tout petit peu bouger pour pour permettre à ces personnes d'intégrer. À partir du moment où ils ont commencé à nous dire, d'ailleurs, ce week-end, j'ai refait la cuisine d'un copain au Black et qui cachaient plus leurs mains parce qu'elles étaient pleines de peinture, on savait qu'on avait gagné. Autre exemple, et je m'arrêterai là, non, encore deux qui me semblent trois. Allez, trois exemples rapides, je vais les faire plus rapidement. Aller chercher la zone de vie d'un individu. Accompagnement d'une personne qui avait fait, je crois que c'est 10 ou 15 ans de tôle, c'était un colosse, plus de 2 mètres. Franchement, il faisait un peu peur. Les tatouages et tout, comme voilà, l'image du tôlard longue peine. Et celui-là, on avait du mal à le positionner parce qu'il était, il était un peu rude, un peu rêche et motivé, mais un peu rêche. Et en fait, en parlant avec lui, on a découvert qu'il était amoureux des animaux. Alors, il changeait de tête quand il parlait des chats et des chiens. Et donc, on avait un partenaire qui était la SPA. Et on a discuté avec la SPA qui nous disait « Ah, j'ai peut-être une idée, moi. On a une de nos missions, c'est ramener les animaux abandonnés à leur foyer d'origine. Quand ils sont tatoués, quand ils ont, voilà, en disant bah, vous devez les reprendre. On va peut-être essayer de le prendre, ce gars-là. Il a eu le meilleur score de l'équipe de la SPA. Vous voyez les aptitudes, hein. Encore un exemple. Celui-là, il est très récent. Il m'a beaucoup touché. Donc, on était chez Suez, on était sur la remise de diplôme, diplôme de mécanicien poids lourd pour des réfugiés. Et il y avait un tuteur qui était là, qui a pris la parole, et qui disait, en fait, mes enfants me regardent comme un... Depuis 15-20 ans, mes enfants me regardent comme si je faisais un métier de merde, parce que je ramasse les poubelles. En fait, c'était un cadre de ce secteur-là. Et en fait, depuis 1 an, je suis devenu le héros. Parce que j'accompagne, je ne sais plus comment s'appelait ce jeune érythréen. Je suis devenu... Ah non, j'ai encore 2 youtubeurs qui sont devant moi, mais je vous assure, je vais devenir le héros de mes enfants. Voilà. Et c'était très très touchant de voir aussi que on a des personnes qui, quand elles se mettent à travailler sur ces parcours-là, se découvrent et se font se découvrir auprès de ces enfants. Alors, tu m'as tendu une perche. J'ai essayé, depuis quelques années, on essaye toujours, quand on travaille sur le même geste, de distiller un petit peu en disant que si je devais résumer l'essentiel,
qu'est-ce qui se passe dans un parcours d'insertion? C'est quoi le petit truc qui est commun, en fait, quasiment à toutes les personnes qui sont dans ces parcours et qui réussissent? Et en fait, voilà, la conclusion que j'en tire, c'est cette phrase que tu évoquais, qui est « Ils m'ont fait confiance et j'ai vu que j'étais capable ». Et je réfléchissais en voiture en me disant pourquoi cette phrase, elle me touche. Parce qu'en général, on dit souvent, il va falloir qu'il gagne ma confiance. Hein, c'est ça qu'on dit souvent. Il va falloir que tu gagnes ma confiance. Vous avez entendu là? Il m'a fait confiance. Il m'a donné sa confiance. Et j'ai vu que j'étais capable. Et réellement, tous les parcours qu'on réussit, alors c'est toujours des alchimies compliquées, mais il y a un moment, c'est des fois très très court, où la personne, elle va être en situation, et que derrière, il va y avoir un moment où elle va s'apercevoir, où on va lui dire, bah, tu vois, tu avais dit que, on s'était dit que tu arriverais à 8 heures, donc je te fais confiance, hein, je te donne ma confiance, tu arrives à 8 heures. Et bien j'ai vu que j'étais capable de le faire. Voilà. Alors c'est amusant parce que du coup je renvoie encore aux assises de Montargis. Alors pour ceux qui n'y étaient pas, on peut le voir sur YouTube. Hein. Je ne sais pas si vous en avez profité. Mais Jean-Baptiste de Foucault, donc, qui est le fondateur du pacte civique. Je connais très bien. Ouais. Au fonctionnaire qui était là, qui était venu pour nos assises. Un héros. Voilà. Disait justement parler de la valeur du don, en fait. C'est pour changer le monde, il faut commencer à savoir donner sans rien attendre en retour. Et je pense que c'est... nous, chrétiens, ça doit nous parler, hein, puisque on peut se permettre de le faire, puisque la grâce nous est donnée sans attente en retour. Voilà. Alors, du coup, je pense que bon, c'est formidable tout ce que tu présentes et les parcours, mais je pense que dans l'assistance, il y a aussi beaucoup de gens qui se sentiraient démunis de faire ça. Donc, je pense que c'est pas forcément évident d'y aller seul. Et tu le dis souvent, il faut y aller en coopération avec des gens. Et alors, je reviens sur le campus de l'inclusion, puisque c'est le... Je sais pas, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont suivi le campus de l'inclusion? Non, d'accord. Au moins. Ah oui, 2, 3, voilà. Et parce que justement, le campus de l'inclusion, c'est essayer de donner les clés pour commencer à agir dans ses capacités. Et puis, il y a des mentors qui sont là pour accompagner. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à faire un résumé de ce campus? Campus dans l'inclusion, une association qui a été créée il y a quelques années pour aider les dirigeants au sens large du terme, ceux qui ont la capacité d'agir, à s'engager dans l'inclusion. Je vous parlais des motivations tout à l'heure. Il y en a plein des motivations. Je ne sais pas si je l'utilise souvent, ce terme. Je l'utilise souvent, mais je ne sais pas si je dois oser l'utiliser ici. Si s'engager pour l'inclusion, c'est sauver son âme, c'est une bonne raison. Si c'est parce que vous êtes élu à l'emploi ou à l'emploi d'une commune, bah, c'est une bonne raison de s'engager. Si vous avez des difficultés de recrutement, c'est une super bonne raison de s'engager. Si vous avez des clauses sociales dans vos marchés, c'est une super... Si vous voulez dialoguer différemment avec vos syndicats, c'est une super raison de s'engager. Donc ça, c'est sur les motivations. Et à partir de là, dans le campus, quand on a créé cette association pour accompagner les dirigeants, donc au sens large du terme, on s'est dit, c'est quoi les leviers pour agir? Donc le premier qui nous a semblé évident, c'est le fait d'acheter inclusif, en se disant quand j'achète. Alors quand j'achète du métal, c'est peut-être pas facile, mais quand j'achète des repas, quand j'achète de la blanchisserie, quand j'achète des services, quand j'achète de l'imprimerie, etc., etc., est-ce que je peux avoir recours à une structure dont le métier c'est l'insertion? Et donc quelque part, j'affecte une partie de ma ressource. Et dans certaines entreprises, la part achat, elle est très très importante. Est-ce que je peux passer ce marché-là à des acteurs de l'insertion? Est-ce que, deuxième axe,
sur le partage. Partager inclusif. Est-ce qu'à des moments, vous l'avez vu peut-être dans des supermarchés où on vous propose un arrondi de notes, hein, vous rajoutez les quelques centimes de plus. Est-ce que ça, vous pouvez l'appliquer à votre entreprise, à votre modèle économique? Est-ce qu'un tout petit peu de votre valeur peut aller à des associations, à des fondations, à des structures comme les écoles de production qui sont vos partenaires? Est-ce que, ça peut dépendre de l'histoire de la famille, de l'histoire de l'entreprise, de sa taille, est-ce que vous pouvez créer une fondation? Est-ce que vous pouvez soutenir une fondation existante sous égide de la Fondation de France ou des apprentis d'Auteuil? Troisième axe, recruter inclusif. On en a parlé pas mal tout à l'heure, c'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile, mais qu'est-ce que c'est riche? Qu'est-ce que chérie? Et là, petite anecdote que j'ai sautée tout à l'heure. Si ça se trouve, il est dans la salle. Un patron de PME autour de Chartres qui... on a des opérations en direction des réfugiés sur ce territoire, dans les métiers industriels. Et il y a un patron charismatique du coin qui a dit « Mais toi, tu peux en prendre. Vas-y, toi aussi, tu allez, viens, tu peux en prendre. » Et il a pris un Érythréen. Et en fait, il nous racontait que son entreprise, depuis 20 ans, 30 ans, elle ne bougeait pas, quoi. Il n'arrivait pas à retrouver du monde. 3 ans après, il a 10 Érythréens dans son entreprise et qu'elle obtient des marchés, elle a pu savoir qu'en faire. Il est reparti en dynamique. Il dit, bon, c'est compliqué, hein. Moi, je ne veux pas apprendre l'érythréen, donc c'est à eux d'apprendre le français. Mais il a changé son entreprise, il a changé son business model parce qu'il a réussi à créer des compétences avec ces opérations-là. Et en plus, il a changé l'état d'esprit de son entreprise. Parce que bien sûr, il a apporté quelque chose de fort. Et donc, les autres collaborateurs regardent son entreprise différente. Recruter inclusif, on peut le faire pour 10 Érythréens, mais on peut le faire pour un apprenti, on peut le faire pour des stagiaires, on peut le faire pour des stages de 3e, on peut faire plein de choses en utilisant le véhicule d'entreprise. Et le dernier axe, qui est innover inclusif, alors j'ai plus quel était l'exemple qui était donné là, mais je vais... Oui, mais je crois qu'il va y avoir un exemple d'innovation inclusive après. Mais je peux vous parler de ce qu'on a fait chez ADECO, c'est créer des JVS, des Joint Ventures sociales. C'est le nom qu'on donne maintenant, c'est un peu la mode de donner des noms comme ça. Quand on a fait les premières il y a 25-30 ans, ça s'appelait pas comme ça, c'était des entreprises qu'on montait avec des opérateurs du social. Donc on a créé des boîtes, Humando en est une, avec des professionnels de l'insertion. On a créé une entreprise et on a développé une activité. Donc là, il faut un peu de maturité. Hein, mais il y a des très très belles entreprises aujourd'hui qui sont l'association d'acteurs de l'économie sociale et d'entreprises classiques et qui vont adresser des marchés, souvent complémentaires à des activités principales, et qui vont permettre de créer un environnement professionnel, d'apprendre à travailler en travaillant. Donc ça, c'est l'innovation inclusive. C'est pas le plus simple. Je pense qu'il faut un peu de maturité pour le faire, mais ça peut être une solution. Le campus, il a vocation à explorer un peu ces 4 champs-là, donner aux personnes qui suivent cette formation la compréhension de ces 4 axes et de voir par rapport à mon organisation, ma structure, qu'est-ce que moi je pourrais faire qui correspondent à mes valeurs, à mes enjeux, à ma capacité à faire aussi, au temps qui m'est disponible. Voilà. Oui, alors, donc, je te remercie Jean-François. Donc, je disais en introduction de Jean-François qu'on s'était rencontrés dans le campus de l'inclusion. Et puis, c'était le moment où, au sein de l'équipe EDC de Montargis, on travaillait sur la dignité de l'homme au cœur de l'entreprise, hein, le magnifique petit livret des EDC. Et dans l'équipe, du coup, on a parlé des campus d'inclusion, et Diego Duréo, que je vais demander de venir nous rejoindre, a suivi le campus d'inclusion. Alors, première chose, première question, Diego, très rapidement, comment tu as vécu ce campus? Alors, dans ces trucs-là, moi j'ai toujours des freins. Ça marche? Oui, il y a toujours des freins, quoi. C'est-à-dire que quand Luc m'a envoyé un mail en me disant « Tiens, ce serait bien »,
encore un truc à faire, ça va me remettre en cause. Bon. Mais il y avait cette petite voix qui me dit, tu sais que ce serait pas mal de le faire en fait. Et je dis, bon, je signe et on verra. Et alors effectivement, le campus de l'inclusion, c'est progressivement, on vient travailler notre cœur, l'assouplir, autour des thématiques qu'on a dit, l'achat, le recrutement, avec des témoins. C'est un peu, il y a un petit côté comme des assises. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui nous repoussent, quoi. On nous montre des exemples géniaux de projets d'inclusion qui ont fonctionné et on finit par se dire, pourquoi pas moi, quoi. Tiens, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma structure, tiens. Est-ce que je peux essayer? Donc effectivement, sur les achats, j'ai commencé quelques trucs, mais j'ai toujours aussi une volonté que tout soit rapide, efficace, grand et fort. Mais j'ai commencé du coup par mettre des petites pierres, parce que c'est ça aussi le message. J'achète mon café au Café Joyeux maintenant, par exemple. Et il est très bon. Et j'arrive plus à prendre du Nespresso que je trouve dégueulasse. Attends. Je te repose la question. Ah bon, pardon. Non, mais c'est bon. Bon, on pourra développer un petit peu cet après-midi, mais je vous disais tout à l'heure aussi qu'on avait monté donc un pôle territorial de coopération économique qu'on a appelé CIEL. CIEL, c'est pour Circularité, Inclusion et Économie locale, donc c'est dans la perspective d'une écologie intégrale. Et c'est vrai que mettre dans ce PTCE l'inclusion, c'est aussi un petit peu un résultat de la réflexion autour de l'innovation sociale du campus. Et donc, toi, tu avais des grosses difficultés de recrutement, et dans ce PTCE est née une petite pépite. Donc, tu vas nous en dire quelques mots, et puis on développera plus cet après-midi. Oui, donc comme tout le monde, des grosses problématiques de recrutement, une forte croissance à suivre, et donc j'y arrivais plus, quoi. J'arrivais plus à trouver des candidats, ne serait-ce que motivés. Parce que donc je fais de la couture, il faut 2-3 ans pour former des personnes, et je demandais juste de la motivation, j'arrive même pas à trouver des gens motivés. Et on en parlait avec Luc, on a été visiter des initiatives justement d'inclusion un peu plus loin que de notre parcours vers Bourges et tout. On s'est dit, ah bah ouais, il y a des choses, c'est bien. Et puis à travers ce PTCE, il y a... Tu peux citer Isa Group ? Oui, Isa Group, à Aubigny-sur-Ner, qui fait justement qui arrive à sortir du cadre. Parce que je crois que c'est un des messages à passer, c'est que pour réussir l'inclusion, il faut sortir du cadre. Sinon, c'est difficile. Il faut suivre l'instinct. Et donc, Isa Group, il arrive à faire des trucs pas mal. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on avait une assoce dans un quartier de Montargis qui s'occupait des femmes. Voilà, des femmes qui sont seules avec les enfants et qui... C'est ce qu'on appelle les invisibles. Donc c'est en dessous du scope. Ils ne touchent même pas le RSA, ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi. On est tout en bas, quoi. Et elle nous a dit, moi j'aimerais bien pouvoir leur apporter quelque chose, une formation, un métier. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du projet. Et d'ailleurs, sans le PTCE, on n'aurait jamais réussi à le porter. Donc on va y revenir, c'est une pierre angulaire dans l'inclusion dans le Montargois, cette structure. C'est la coopération. Voilà. Et donc concrètement, on a installé un atelier de fabrication de chemises dans le quartier, au sein des bars HLM, pour former. Et là, on a notre première promo de 5 personnes qui finit sa formation et qui va intégrer l'entreprise le 3 avril. Et honnêtement, une motivation, c'est ce qu'on disait, mais elles ont une motivation, une niaque, ça va faire beaucoup de bien à mes équipes. Merci beaucoup. Des femmes qui ne quittaient jamais le quartier, parce que la pratique de la langue, parce que des femmes qui ne quittaient jamais le quartier, à peine l'immeuble parfois, d'accord. Et donc un programme aussi avec les bus pour apprendre à prendre le bus, avec une association Gatine en transition pour apprendre le numérique, enfin voilà, une autonomisation complète. Donc voilà, l'innovation sociale. Et en partie née grâce au campus. Voilà, donc Jean-François voulait vraiment qu'il y ait un moment d'échange, mais on a 20 minutes, hein, puisque j'ai négocié 10 minutes de rab. Donc on a 20 minutes de questions, donc n'hésitez pas. Alors on a un micro mobile, 2. Est-ce qu'on a des volontaires pour faire circuler le micro? Voilà. Voilà, Hubert, peut-être. Deuxième. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez compris que Jean-François est pas dans le monologue et il aime l'échange. Donc, allez-y. Et voilà. Élie. Bon.
D'abord, j'ai été très ému d'entendre un collègue avec qui j'ai travaillé quand même pendant 5 ans et qui m'a fait grandir dans ce côté-là. Et je voulais témoigner juste du fait que d'accueillir la fragilité nous permettait aussi de grandir et surtout d'avoir un autre regard sur les gens qu'on recrute. Et j'ai appris quelque chose chez Adecco que je garde toujours en mémoire, c'est qu'avec les savoir-faire, quand on maîtrise les contraintes et quand on regarde les aptitudes d'une personne, je ne parle pas des compétences, je parle des aptitudes et des talents, on obtient sa motivation. Et dans le discours la conférence qu'a fait Jean-François, je me retrouvais parfaitement. Merci Ali. Ton humilité t'empêche de répondre à ça? C'est bon, c'est bon. Non, en fait, c'est une partie, le sujet de l'aptitude. Je l'avais intégré à la conférence et je l'ai sauté parce que sinon c'était trop long. Il est super important, en fait. Je vais essayer de le résumer en quelques mots. Quand vous n'avez, et là aussi c'est de la provocation, quand vous n'avez pas la bonne couleur de peau, que vous n'avez pas le bon genre, que vous n'avez pas la bonne école, le bon diplôme, la bonne adresse, en fait, votre comportement, votre capacité à dialoguer avec les autres, à exister, à gérer une situation même simple, ça devient votre capital, votre unique capital. Et donc, tu as raison, hein, c'est très très important de pouvoir regarder l'autre dans cette partie-là de sa personnalité. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez 2 personnes en parcours d'insertion chez vous. Ils sont à peu près pareils dans leur fonctionnement et leur dysfonctionnement. À la fin, vous savez que vous pouvez en embaucher qu'un. Il y en a un qui, tous les midis, mange avec les collègues, et l'autre qui va bouffer tout seul, ou qui bouffe pas. Lequel vous prenez? C'est facile à changer, ça. De dire à celui qui ne va pas bouffer dehors, et qui va bouffer dehors tout seul, fais un effort. Ça ne demande pas de changer de couleur de peau, ni de genre, ni d'adresse. Vous voyez, c'est très très important. Et une partie du boulot des structures qui accompagnent, c'est travailler y compris sur ces choses aussi simples que ça. Dire bonjour. Oui, Sébastien. Merci Jean-François. 2 questions. Sans racine, d'où vient ce parcours? Comment, oui, ton parcours, d'où ça vient? Et deuxième question, en quoi ça transforme ta vie, ta manière de faire, ta posture, que d'être confronté aujourd'hui à la fragilité des autres? Là, vous rentrez dans l'intime, mais ça ne me pose pas de problème. J'ai souvent dit à mes collègues, après à ceux qui travaillent dans l'inclusion, qu'ils n'étaient pas là par hasard, en fait. On a dû se le dire tous les deux, et pourtant on est très différents. Hein. Donc on se ressemble pas. Je raconterai pas nos différences, on en a beaucoup. Et donc il y a probablement des choses chez moi qui ont existé. Luc a parlé des voyages tout à l'heure. Je suis parti en voyage assez tôt parce que j'ai vécu quelque chose de compliqué. Ma sœur qui s'est fait tuer en moto, voilà. Donc des choses assez lourdes et qui m'ont obligé à partir. Ils m'ont dit faut que j'aille voir ailleurs. C'était aussi salvateur. Et je pense que j'ai rencontré dans le voyage le monde, quoi. J'ai rencontré des gens différents et pour la très grande majorité, Amérique du Sud ou Asie, qui étaient en plus grande difficulté que moi, qui avaient pourtant qu'un sac à dos et pas beaucoup d'argent. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui je pense que mon job d'enseignant a été déterminant. Parce que vous êtes confrontés, les premières classes, j'avais... j'ai ce qu'on appelle une carrière longue. Et ma première classe, c'était un LEP en dessin industriel. J'étais prof de dessin industriel et j'ai été recruté par
un gars de l'académie en une demi-heure, parce qu'il n'y a pas de prof de dessin adulte dans cette classe-là, enfin dans cet établissement, il fallait que je vienne vite. Ça a duré une demi-heure, vous vous rendez compte, et je me suis retrouvé avec 8 classes, 250 élèves. Premier job. Enfin, j'en avais fait d'autres avant, mais premier vrai job, quoi. Je peux vous assurer que ça vous fait un choc. Et quand vous êtes face à ces jeunes-là, pour qui le dessin industriel et la technologie, des fois c'est coefficient 8, et qui vous disent « j'y comprends rien, c'est nul, j'en ai rien à faire bah, », et vous dites bah « non, c'est pas possible, je ne peux pas passer un an à regarder ces jeunes se planter ». Là, là pareil, vous allez chercher des ressources différentes. Et vous êtes, je ne sais pas où est Diego, là-bas, et vous êtes obligé de changer un petit peu le cadre. Hein, vous avez raison, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit. Je vous donnais l'exemple qui est là aussi, hein, je ne me suis pas fait que des amis en faisant ça, mais j'ai discuté avec ces jeunes en leur disant, tu aimes pas, vous n'aimez pas le dessin industriel, vous n'y comprenez rien, vous voyez à plat, ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Ils me disaient, bah, les autoradios, c'était il y a longtemps, hein, les autoradios, les mobs, les armes. J'ai dit, ok. Je suis revenu quelques semaines après avec des dessins industriels, d'armes, de cadenas, de moteurs de mobilette. Et en fait, ils ont basculé. Parce que, mais dedans, vous avez des ressorts, vous avez des pièces en métal, des vis, comme dans un truc classique. Mais voilà, il faut des fois un tout petit peu... Et ça, à nouveau, on rencontre les gens et on change. Et c'était quoi la fin de votre question? Qu'est-ce que ça a changé chez moi? Je ne sais pas. Vous me disiez qu'on n'a pas assez de temps, hein, c'est ça? Tu me disais tout à l'heure, on n'a pas assez de temps dans la vie. Ça me fait remarquer que j'ai pas assez de temps dans la vie parce que je pourrais faire beaucoup plus. Je ne pense pas, je pense pas que j'aurais pu faire autrement. J'ai toujours dit à ma boîte, ça fait 35 ans que je suis chez Adecco. Mais ça fait 35 ans que je leur dis, si vous me laissez pas faire ça, je vais ailleurs. Hein. Donc ça me donne une vraie indépendance, parce que je sais que c'est mon moteur, c'est pas l'intérim. Ça ne m'intéresse pas. L'intérim. Je suis rentré dans cette boîte parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ça a été notre patron, qui m'a dit, vous allez détenir le pouvoir. L'emploi, c'est un pouvoir. L'emploi, c'est un pouvoir, vous allez détenir un pouvoir. Faites attention à l'abus de pouvoir. Vachement bien, ça. Et en fait, ce que ça change en moi, c'est que tous nos jobs, je ne vous connais pas, un tout petit peu, parce que vous êtes levé tout à l'heure, mais tous nos jobs nous permettent d'agir pour le bien. C'est probablement comme ça que vous dites ici. Moi, je dirais pour l'intérêt général, je dirais pour l'utilité sociale, pour le collectif, voilà, pour la société. Merci. D'autres questions? Jérôme, alors est-ce que le micro peut venir jusqu'ici? Je pense que le fil n'est pas assez long. Donc, oui, pardon. Jérôme, je suis patron d'une boîte de mécanique de 170 personnes. Donc, on a des problèmes de recrutement. Donc, on recrute des jeunes. Alors, nous, c'est un peu technique, donc BTS. Et on se rend compte qu'on a du mal, ces jeunes, on n'a pas les outils pour les accompagner. Ils ont des problèmes familiaux. Et donc, ils sont un peu perdus. Et donc, ils font des conneries. Donc, on les accompagne, on les forme, on les engueule, et puis ils refont des conneries. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ils sont grands garçons quand même, ils ont 23 ans, ils ont suivi des études, donc c'était pas fait, voilà, on n'est pas fait pour continuer ensemble, tu vas continuer autre part, mais on sait qu'ils s'occupent de leur père qui est à la rue et tout ça, et on se dit, mais... Donc ils sont déjà chez nous, et on dit, mais on n'est pas outillés. C'est chronophage, c'est prise de tête, on n'a pas les spécialités pour. Et quand bien même, il y a des moments où on se dit, tiens, on va les aider, mais on se dit, mais attention, là, d'un point de vue légal, si jamais demain, elle se suicide, je suis responsable, ou qu'il y a un burn-out, je suis responsable, donc on n'est pas outillé. Et ça, on a pas mal de jeunes, parce que nous, on a une vieille société, donc on a beaucoup recruté depuis 10 ans, donc on a une pyramide des âges, et on trouve cette population qui est différente du gars qui est là depuis 30 ans,
qui gueule aussi de temps en temps, mais bon, lui, il n'a pas ce souci de cadre familial, et donc on ne sait pas comment faire. Et donc on s'interroge en disant, mais quoi, je la sors en l'occurrence, parce que je pense notamment à une fille, parce que derrière, ses collègues missionnent, en disant, on en a marre, on fait son boulot. Donc, et voilà, quels outils a-t-on pour continuer à pouvoir croître, continuer à pouvoir recruter, y compris ce type de population, qu'on ne détecte pas forcément d'ailleurs lors de l'embauche. Hein. Le fait d'agir pour l'insertion ne veut pas dire que vous allez devenir inéquitable. C'est-à-dire qu'à un moment, si la personne elle sort du cadre, elle sort du cadre. Et il y a l'entreprise, elle est formidable pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure, le salaire, la rémunération, mais aussi le contrat de travail. Et qu'à un moment, si le contrat de travail est rompu, le lien ce qui justifie le contrat de travail est rompu, il faut accepter que la personne sorte. Et peut-être c'est pas peut-être c'est pas un mal, parce que c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, cette personne qui avait été trop loin qu'on a sorti, c'est peut-être un moment où elle va maturer. Je connais pas la situation de la jeune fille dont vous parlez, donc c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ça ne peut pas tout justifier. La difficulté sociale de la personne ne peut pas tout justifier, parce qu'en effet, un collectif de travail, c'est un collectif, et il ne peut pas y avoir d'inéquité, il peut y avoir des attentions particulières, mais pas d'inéquité. Comment faire de façon plus générale? Moi, je suis toujours prudent. Alors, c'est aussi il faut que je fasse attention. Donc, je vous l'annonce en amont, je suis le président du Mondo. Donc je vais forcément vous parler un tout petit peu de l'outil qu'on a développé. C'est logique. Une entreprise qui me dit, moi j'ai envie d'y aller, je voudrais créer une filière inclusive chez moi, parce qu'en plus ça correspond à des besoins en recrutement, et puis c'est important, on est une entreprise importante sur le territoire, j'ai envie qu'on s'engage avec des jeunes des quartiers, avec peu importe des gens qui sont en galère, voilà. Et je me lance. Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, je lui conseillerais de passer par Umando, si Umando sur le territoire, en disant Umando, c'est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Je me permets de t'interrompre 30 secondes. Et si Umando n'est pas sur le territoire, vous pouvez faire très bien comme nous, à Montargis, où j'ai accueilli Umando pendant 1 an et demi pour qu'il se développe sur le territoire, et maintenant ça fonctionne très bien. Donc, et encore une conséquence du campus. C'est vrai. Je te remercie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va chercher les personnes, c'est-à-dire qu'on va, imaginons, monter un groupe de 6 alternants ou de 10 alternants sur un métier, sur le métier que vous aurez choisi. Encore une fois, mettez ça avec le biais d'un patron de boîte, quoi. Donc, forcément, je suis pas objectif. Mais je ne fais pas de la vente. Je vous donne un exemple. On va donc sélectionner les personnes, et probablement pour en avoir 8, on va en rencontrer 80. Avec les associations qui les connaissent, elles, qui les connaissent. Et donc, du coup, auront fait le tri en disant, non, celle-là, je ne vous l'envoie pas parce qu'elle a d'autres problèmes à régler. Et donc, on va avoir une sélection, voire même des mises en situation pour voir si la personne fonctionne. Et puis derrière, on va monter un programme pédagogique, probablement avec un contrat de professionnalisation, où on va travailler sur les savoirs, l'ensemble des savoirs dont je parlais tout à l'heure, y compris les savoir-être et les savoir-devenir. On va monter une alternance qui va être en rapport avec votre cycle d'activité. Si vous avez plus d'activités en été, on va faire en sorte que les personnes soient disponibles en été, voilà, etc. On va mettre des contenus qui correspondent à vos besoins, mais en rappelant quand même qu'il faut qu'il y ait un titre au bout, parce qu'il faut que la personne elle puisse se vendre à l'extérieur si demain vous ne la prenez pas. Et on va être l'employeur, donc vous n'aurez pas à gérer la personne, et on va avoir pendant tous les temps, les temps qui sont des temps d'accompagnement, des moments où on va pouvoir poser les choses. Et dès que vous allez nous appeler en disant « Waouh, ça commence à vriller dans l'atelier, là. Il y a une mauvaise ambiance, telle personne, ça ne va pas. » On la récupère et on la recadre. C'est nous qui le faisons. Et s'il faut la sortir, on la sort. Et au bout du compte, si vous pouvez les embaucher, c'est tant mieux, on a fait notre job. Et si vous ne pouvez pas les embaucher, nous, notre travail, ça va être de continuer leur parcours. C'est un exemple. Quand je dis qu'il faut probablement s'associer
à des professionnels de l'accompagnement social et professionnel. C'est ce que peut-être vous pouvez faire dans votre entreprise, je ne sais pas où vous êtes situé, mais aller chercher des gens qui vont vous amener cette compétence. L'entreprise d'intérim d'insertion en est un, mais il y a d'autres dispositifs comme les groupements d'employeurs pour l'insertion, les GEC par exemple, les entreprises d'insertion, les missions locales aussi. Les missions locales qui peuvent jouer ce rôle-là. Il y a énormément, encore une fois, on est très créatif en France, on a énormément de dispositifs, mais la difficulté sociale, elle est complexe. C'est un métier. C'est un métier. Oui, alors, Diego parlait d'Isa Group tout à l'heure à Aubigny-sur-Ner, hein, qui fait aussi du travail temporaire d'insertion. Il n'y a pas qu'Humando, mais même si Humando est très bien dirigé, comme vous pouvez le constater. Élie, encore attends le micro peut-être. Non, c'est bon. Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que dans l'entreprise, aujourd'hui, tellement de choses ont changé aussi, et je parle à monsieur qui posait la question tout à l'heure, qu'il faut accompagner les managers d'équipe, les gens qui travaillent en contact par beaucoup de communication, pour pouvoir les aider à remplir leur mission de tuteur et de coordonnateur et de référent. Et ça, c'est pas facile, parce que comme ils ne sont pas habitués à ce changement dans le travail, et les 2 années de Covid n'ont rien arrangé, donc de travailler sur ces aspects, de réunir l'ensemble des managers sur ces thèmes. Et c'est comme ça qu'on réussit des intégrations et des inclusions. Alors on va bientôt terminer, donc on va prendre une dernière question. Agathe ? Comment ça s'écrit, Humando, H-U-M-A-N-D-O. C'est Humando. Humando. L'homme qui marche. Human Andar. Alors, moi, c'est pas une question, c'est que j'ai reçu quelques photos là sur WhatsApp de ma fille qui garde des enfants ici, notamment Delphine, là, qui est trisomique. Et je viens de réaliser aussi comment pouvoir accueillir les fragilités. Et j'avais invité quelques personnes, dont Vincent aujourd'hui qui est là présent. Et je viens de réaliser aujourd'hui le thème d'aujourd'hui. Je me dis qu'il peut dire quelques mots de ce qu'il est en train de faire dans son entreprise. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc moi, c'est la première fois que je viens chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je ne dirige pas une entreprise, je dirige un établissement scolaire qui est à quelques kilomètres d'ici. Et très rapidement, voilà, en quelques mots, vous présenter un projet qui s'appelle Stella Maris, qui est né au sein de notre établissement scolaire et qui consiste à accueillir de jeunes enfants porteurs de trisomie au sein de notre établissement scolaire. Alors, le projet est né avec différents vecteurs. Le premier, il y a presque 20 ans, parce que ça fait longtemps que je travaille dans l'éducation, on avait accueilli dans un établissement un jeune handicapé qui avait 25 ans et qui venait 2 heures par semaine dans l'établissement, et à la fin de l'année scolaire, le neurologue avait demandé à venir dans l'établissement voir ce qui se passait, parce que ce jeune avait une modification complète de tous les problèmes qu'il avait, et c'est un jeune qui n'avait pas eu de puberté, enfin voilà, avec des grosses difficultés. Il y a plein de choses qui s'étaient mises en place par le contact avec les autres. Alors c'était dans un petit coin de ma tête. Et puis il y a quelques années, dans nos classes de première, on a des élèves qui de temps en temps font un peu les guignols, et on a accueilli un jeune porteur de difficultés psychiatriques, et enfin une classe calme, sympa, et où tout fonctionne, où il y a du bon esprit. Voilà. Et quand on en discute avec les élèves, en fait, il y a vraiment de la bonté chez tout le monde, et le fait d'avoir un jeune un peu différent, ça les décentrait un peu de leurs problématiques de jeunes, et il y avait pas mal de choses positives. Donc, voilà, dès que l'établissement s'est redéployé, puis on a pu acquérir un nouveau lieu assez grand, on savait qu'on voulait permettre l'accueil de jeunes handicapés au sein de l'établissement. Donc concrètement, depuis le mois d'octobre, on accueille 6 jeunes avec une déficience intellectuelle qui sont le lundi, le mardi et le mercredi en entreprise, puisque c'est par le biais d'alternance. La mission locale nous a donné un super coup de main. Ils sont embauchés par Super U, par Netto, par la société de restauration de l'établissement,
l'établissement, par le boulanger du coin maintenant, par la supérette du village. Ensuite, ils rentrent dans l'établissement scolaire, ils déjeunent avec nos élèves, prennent un temps avec nos élèves, participent aux activités, puisqu'on a un peu plus de 200 élèves internes parmi les 800 élèves de l'établissement. Donc ils vivent avec nos élèves, ils les accueillent chez eux, ils leur préparent des repas, ils sont accueillis avec les élèves. Et puis le jeudi et vendredi, ces élèves sont scolarisés au lycée agricole de Boissé, qui est pas très loin d'ici, pour développer un titre professionnel, parce que vous évoquiez l'importance d'avoir un diplôme. L'objectif, c'est pas qu'ils restent à Pont-le-Voix, parce que Pont-le-Voix, c'est un peu le bout du monde, il n'y a pas grand-chose à vivre, mais il faut qu'ils puissent repartir. Et donc on accueille deux publics de jeunes, un public de jeunes qui sortent des lycées ou des structures qui ont pu accompagner, des ESAT, mais aussi maintenant des jeunes qui ont été dans le cadre professionnel et où il y a pu y avoir soit un changement de manager, soit une lassitude, soit des difficultés, et qui ont besoin de revenir se poser un peu, développer un nouveau titre professionnel pour pouvoir repartir. Je terminerai là-dessus, lorsque je vais voir des mécènes, parce qu'on cherche toujours des sous pour ce projet, et ils me disent, voilà, autant d'argent pour 5 jeunes, et en fait, le projet, il n'est pas pour 5 jeunes trisomiques, il est pour les 1000 personnes de l'établissement, réellement, que ce soit les élèves, les professeurs, les éducateurs. J'avais un homme d'entretien qui était toujours en arrêt maladie, toujours, depuis qu'il s'occupe d'un jeune qui s'appelle Tom. Il est plus jamais en arrêt, parce qu'il me dit, mais si je suis en arrêt, Tom, il va faire quoi? Voilà. Donc c'est super. Bravo. Merci Vincent. Bravo. Je regarde mon... Oui, je voudrais laisser le mot de conclusion à Jean-François. Vas-y. Voilà. Oui, je réfléchissais à votre question, et en fait, mon premier niveau de réponse était le bon, c'est-à-dire que probablement les voyages m'ont ouvert. Et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans les voyages? Il y avait la contemplation. C'est-à-dire que j'avais cette chance-là de voyager pour regarder. Et de quelque part de prendre le moins de place possible. Pour pas... Vous voyez, être pas le touriste, voilà, être plutôt en observation de ce que peut offrir le monde. Moi, je vous invite à faire la même chose. Non pas à voyager, je vous souhaite de voyager, mais plutôt... En train, pas en avion. Bien sûr. Je vous souhaite d'aller rencontrer, en fait, d'aller visiter une prison. On sort pas indemne. On sort pas indemne. J'ai encore le bruit des écrous dans l'oreille. Quand vous rencontrez peut-être probablement les équipes de monsieur qui viennent de s'exprimer, je suis sûr qu'ils racontent leur métier différemment aujourd'hui. Quand vous rencontrez des entrepreneurs d'insertion, moi les plus belles rencontres de ma vie, c'est les dirigeants du groupe ID. En Bourgogne, c'est des magiciens, c'est des travailleurs sociaux qui ont aujourd'hui une entreprise de 4000 personnes. 4000 personnes. Des travailleurs sociaux. Respect. Voilà. Et je pense qu'il faut prendre le temps de se promener un petit peu, d'être dans la contemplation un peu de ce qui se fait, et en se disant, bon, ça me plaît. Ça va le faire avec ma boîte. Ça, c'est conforme à mes valeurs. Prenez un peu ce temps-là d'aller rencontrer des opérateurs et de voir ce qui se passe autour. Prendre le temps pour contempler et ensuite agir avec les EDC.